C'est la fin du NDA de Blizzard sur Diablo 4, ce qui correspond à un accord de non-divulgation ou l'accord de confidentialité, ce qui fait que tous ceux qui ont pu tester le jeu dans son intégralité peuvent maintenant parler. Et ça tombe bien puisque j'en connais un français avec de l'expérience sur Diablo qui va tout nous raconter. De la guilde, ici Camille, et aujourd'hui nous allons faire le tour de tout le contenu de Diablo 4, il n'y aura pas de spoil sur l'histoire, mais nous allons parler de tout le reste, donc si vous voulez pas plus d'informations sur Diablo à ce niveau-là, je vous invite à du coup pas regarder cette vidéo. Ça pourrait vous gâcher la surprise. Mais par contre, si vous avez soif d'informations sur Diablo 4, vous allez vous régaler. Je tiens également à remercier Jérémy Sensei qui a permis la création de ma chaîne YouTube il y a 2 ans. Il y a une chaîne dans l'immobilier et la finance, je vous mets son lien de la chaîne en description. Vous allez voir, son contenu, il est ultra qualitatif et c'est du sérieux. Je commence également le stream sur Twitch de Diablo 4 à partir de vendredi à 9 h, je vous invite donc à me suivre dessus également. Et pour ne pas manquer les prochaines vidéos de Diablo 4, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et si vous voulez soutenir d'autant plus le projet, vous pouvez également rejoindre la chaîne pour débloquer du contenu exclusif lié à Diablo 4, comme par exemple ma vidéo sur le druide éboulement qui va jusqu'au niveau 100, avec un article privé sur mon site internet, les talents et tous les parangons. Et ça fonctionne également avec les Twitch Prime, donc avoir accès gratuitement à mes vidéos privées grâce à Discord. Voilà, sur ce, c'est parti! Je suis donc avec Etib. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire quel genre de joueur tu es? Alors pour commencer, Diablo c'est vraiment un jeu de cœur, donc j'ai fait tous les opus. J'ai commencé sur Diablo 1 en 1998 sur Play, parce que j'avais pas d'ordi à l'époque. Je l'ai formé pas mal de temps, jusqu'en 2000-2002, et je me suis lancé sur Diablo 2. Tu connais Donc les dates, pendant... tu les as Ouais, préparées? ouais. Non, c'est vraiment un jeu que j'apprécie énormément. Et Diablo 2, j'y ai fait une vingtaine d'années à peu près. Je suis passé par Diablo 3 en 2012, c'était une belle erreur. Pour ma part, en tout cas, j'attends beaucoup de cet opus Diablo 4 avec beaucoup d'engouement. Et du... Mais du coup, ouais, je suis vraiment un perso qui aime jouer au fond mes personnages, l'optimisation et pousser tout ce que je peux au mieux, quoi. Ok, nickel. Et du coup, bah, combien de temps t'as passé sur l'alpha fermé et combien de personnages t'as fait dessus? Alors, Alpha Fermé, ils nous ont laissé jouer pendant un mois. Les 3 premières semaines, j'ai joué sur mon mage, je l'ai monté niveau 90. J'ai Ouais. monté ensuite un rogue que j'ai monté niveau 78. T'as mis combien de temps pour monter 90? Je dirais une bonne semaine. Une bonne semaine de Et jeu. tu fais combien d'heures par Pas jour? ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Pas forcément intensif. J'ai un boulot à côté, donc je faisais déjà 4-5 heures par jour. 4-5 D'accord, heures par jour. ok. Et puis après, j'ai voulu tester les autres persos parce que la bêta, mine de rien, on avait que 1 mois de jeu. Enfin, que par rapport aux bêta qu'on a eu actuellement, c'était un peu plus long, mais j'ai monté un druide et un barbare aussi. D'accord. Niveau 20 et 45. Donc j'ai testé un petit peu tous les persos pour voir un peu leur potentiel. Et au niveau de. Pour ma part, en tout cas, sur mes préférences, Ouais. je partirai sur le mage, qui est un perso que je joue depuis toujours. Hmm. Ensuite, je mettrai le rogue. Et après, pour les autres personnages, ils sont à peu près ex aequo. Le druide, pour moi, était loin derrière. Hmm. En tout cas, je l'ai testé que jusqu'au niveau 20, donc je l'ai pas vraiment poussé au maximum de ses capacités. J'ai pas eu le temps. Mais pour moi, il était vraiment très lent au départ. D'accord, Très lent au départ. ok. Et du coup, c'était quoi ton personnage préféré que t'as joué donc, dans de cette bêta? Enfin, alpha. Je dirais le rogue. Ok. Le rogue, je l'ai testé en corps à corps. Et Hmm. vraiment, la mobilité, pour moi, je suis encore dans l'hésitation à partir sur mage ou rogue à la release, alors que ça fait 20 ans que je joue mage. Ça t'a C'est vraiment marqué, un quoi. perso que j'apprécie. Ouais, vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à jouer rogue au CAC. D'accord. Et du coup, il n'y avait pas trop de difficultés sur le endgame, c'était pas trop fragile, t'avais des méthodes de survie quand même? Ben, c'était une période où on pouvait pas parler du jeu, où il n'y avait pas d'opti, il n'y avait pas de vidéo, personne parlait entre eux. Donc c'était une période un peu sombre. Chacun était de son côté et Hmm. faisait à sa sauce. Et je dois avouer que le rogue que j'ai joué, une fois que je suis arrivé en donjon cauchemar niveau... enfin, c'est des sigils 60 plus, Hmm. ben, c'était du one shot. Donc j'ai totalement arrêté le rogue à cause de ça. D'accord, Et, donc c'est un petit une peu, ça confirme l'aspect que
ce qui pourra faire la différence sur la plupart des builds sur l'endgame, c'est aussi l'aspect de survie qu'il faudra mettre en place. Exactement. Moi j'ai joué vraiment full DPS et au bout d'un moment ça bloque. Ça bloque. D'accord. Et à partir de maintenant là, avec tout ce qu'on a pu voir, les builds des autres, tout l'entraide qu'il y a entre nous qu'on a pu discuter, c'est vrai que les builds qui sont ressortis actuellement aujourd'hui là, ils vont sûrement devenir viables. C'est-à-dire que moi j'étais vraiment poussé sur le DPS, je commençais tout droit et au bout d'un moment ça passe plus. Donc il faut modifier les builds et s'organiser. Je vois. Ensuite, comment tu évalues la progression de la difficulté du jeu par rapport aux versions précédentes du coup que tu as connues? Diablo 1, je l'ai connu, j'avais 9 ans, donc c'était dur au début. Le boucher surtout, la première fois qu'on rencontre le boucher, c'est mémorable. J'imagine pour ceux qui n'ont pas connu Diablo avant et qui sont tombés sur le boucher dans une petite cave sur Diablo 4, ça a dû leur faire drôle. Ah, je l'ai pas vu dans une cave encore, je l'ai vu en donjon, mais je savais même pas qu'il pouvait pop dans une cave en fait. On va dire que c'est dur de le kite quoi. Ouais. L'espace est assez restreint. Donc j'ai apprécié vraiment sur Diablo 4 que le boucher revienne. Bon, pour le lore, ce serait un peu compliqué de régler ce problème là, mais le fait d'avoir peur du boucher, ça m'a rappelé vraiment des bons souvenirs de l'époque. Après on a eu Diablo 2. Diablo 2 ça a été un jeu pour les anciens très dur. C'était vraiment une fois qu'on arrivait en enfer, si on n'était pas opti, c'était impossible d'avancer. Surtout pour les persos cac, les persos physiques comme les barbares. L'enfer, c'est pas fait pour les rigolos, on va dire. Les mages ont toujours été au-dessus, ça c'est comme ça dans tous les jeux. En mage, même à poil, on arrive à arriver jusqu'à l'enfer et finir l'enfer. Mais ça dépend des classes. Après Diablo 3, c'est encore autre chose. J'ai joué que un mois. Il y avait un mode Armageddon à l'époque. Et pour passer le mode Armageddon, on va dire que oui, il fallait avoir des sous et passer par l'HV. Où il fallait vraiment passer beaucoup d'heures d'optimisation et de trade à l'HV pour pouvoir s'équiper avec des objets plus haut niveau que soi. Et c'était vraiment très dur. Pour ceux qui ont connu Diablo 3 à la sortie, ça faisait pas rien, on va dire. Ouais, je m'en souviens. Après, Blizzard est passé par là, ils ont fait une mise à jour, ils ont tout cassé, et à partir de maintenant, tous les jeux qu'ils ont sortis, c'est devenu un peu, pas casu, mais ils ont simplifié les jeux, on va dire. Ils ont énormément simplifié les jeux pour que ce soit accessible à tout le monde, et je trouve qu'on perd un peu de l'essence du jeu. Et tu trouves que du coup, est-ce que avec Diablo 4, est-ce qu'on a un compromis entre casu et hardcore, ou est-ce que c'est vraiment un jeu casu, ou est-ce que vraiment les deux familles vont trouver de quoi à boire et à manger quoi? Je pense qu'on ne peut pas revenir dans le passé, l'époque de Diablo 2 est terminée. Il faut en faire un petit peu pour tout le monde. Donc Diablo 4, pendant la bêta fermée qu'on a eu en novembre, on avait les loots en plus, comme on a eu à la bêta de mars. Donc le jeu était pas vraiment compliqué. Qu'on fasse de l'expertise, enfin, le mode campagne, le mode expertise, le mode cauchemar. Nous on avait un mode enfer en novembre en plus. J'ai jamais eu vraiment de blocage, j'ai jamais été bloqué, on avait des loots améliorés, tout était plus simple. La sorcière était broken avec les hydres, tout était vraiment démesuré. Un nécro il tapait à 5 millions de dégâts, donc c'était... Voilà, ils ont nerfé tout ça, donc on a les nerfs qui sont arrivés, donc le jeu sera plus compliqué. Et ils ont équilibré plus ou moins les classes, donc on n'aura pas les loots améliorés, donc ça donnera un peu plus de difficulté. Mais pour moi, que ce soit en campagne, expertise, cauchemar ou tourment, la difficulté elle est pas là. Ça sera vraiment les donjons cauchemar qui vont faire vraiment le endgame du jeu et vraiment la difficulté. Du coup, t'as pu tester les donjons de cauchemar en groupe ou t'as fait que du solo? Alors, je l'ai fait en solo au début pour tester un petit peu. Le problème qu'en solo, c'est que si on a un nombre de morts limité de 5 fois, si on meurt 5 fois et qu'on release au tout début du donjon 5 fois, le donjon est annulé. Donc quand on est en duo, c'est déjà beaucoup plus simple. On Parce peut que se tu faire peux ressusciter par son pote, exactement. Mais du coup, quand tu restes, ça compte pas comme une vie. Faut que tout le monde wipe en fait pour que ça compte comme une vie. C'est ça. Et ça compte pour une vie pour tout le monde ou alors s'il y a deux morts, ça compte pour 2 vies d'un coup? Si 3 personnes activent le raise, ça fera 3 wipes. Donc il en faut un seul qui raise, le plus fort, qu'il aille finir les mobs et finir ce qui est histoire de clean un petit peu et de ressusciter ses amis. Ouais, donc il y aura vraiment un intérêt à jouer en groupe et d'avoir des bons groupes, de synergiser, etc. De ce que je vois de Diablo 4,
la fonctionnalité qui, je pense, va le plaire le plus, effectivement, je pense que tu as raison, c'est les donjons de cauchemar, c'est déjà quelque chose qui marche très bien sur WoW, même si, voilà, c'est pas tout à fait les mêmes jeux, mais on va dire que le principe est un peu le même. Et là, vraiment, il y a un aspect, je pense, team play, et je vais avoir un clan et jouer en groupe, va avoir beaucoup d'intérêt, je pense. Donc, je pense que ça va être vraiment la fonctionnalité phare du jeu. On va dire que jouer en solo, on pourra peut-être atteindre les donjons cauchemars, les sigils entre guillemets, genre 50, 60, peut-être 70 pour certaines classes. Mais pour arriver au niveau 90 plus, pour moi, il faut vraiment avoir un groupe petit. Et à l'époque, même avec des persos cheatés, il y avait que les nécros qui arrivaient. Enfin, j'ai entendu vraiment que les nécros qui avaient une efficacité à le faire. Avant les Après, nerfs, du coup. jouer en groupe, ouais, c'est ça, avant les nerfs. Jouer en groupe, ça sera vraiment un truc opti, je pense. Après, les mobs ont beaucoup plus de PV, c'est plus compliqué, mais à 4 avec un groupe opti, c'est comme si vous me demandez de partir sur WoW avec que des DPS. Ben non, il faut un tank, il faut un healer, il faut quand même optimiser un minimum son groupe, quoi. Ouais, même si on n'a pas la Sainte Trinité sur Diablo, Ouais, il y aura quand même des rôles prépondérants pour certaines classes qui seront là soit pour apporter du contrôle, des buffs, un petit peu de tankiness, etc. c'est ça. Ok, donc ça c'est hyper intéressant, je trouve. Est-ce que tu peux me parler, enfin, est-ce que tu as rencontré des éléments ou des mécaniques de jeu qui t'ont particulièrement surpris dans le jeu? Non, pas spécialement. Il y a les Eltide, les vagues des enfers qui ont été rajoutées, qui ont été un petit peu pompées par Diablo 2. Ils ont fait les deux. Ouais. Ils ont intégré les vagues infernales sur Diablo 2 aussi, Resurrected à la saison 1. Je trouve ça bien d'avoir une zone qui peut changer l'ambiance, les drops, les coffres avec les loots un petit peu personnalisés. On cherche des bots, on va ouvrir des coffres à bots. Je trouve c'est sympa ce genre de truc. Après, il y a des events qui pop un peu de partout sur la map. Ils sont sympas, ils ont diversifié pas mal de choses. Non, je trouve qu'ils ont fait un bon boulot là-dessus. En gros, quand tu te connectes, t'as vraiment plein d'activités à faire. Qui sont pas que des activités pour faire des activités, mais qui sont utiles aussi pour ta progression, quoi. Ah oui, complètement. On a l'arbre des murmures qu'ils ont rajouté. C'est vraiment un truc pour moi qui va être nécessaire et obligatoire, surtout pendant le leveling. Tu te connectes, tu vois ce donjon-là, il y a une quête dessus, donc on va le faire. Ça va rapporter je sais plus comment on appelle ça, la monnaie d'ailleurs, des arbres de murmure. Ça nous donne de l'XP pour cet arbre. On va faire un event, on va faire un donjon, on va aller dans une zone qui donne des trucs. Et ça va nous donner de l'XP. Une fois qu'on aura la barre remplie au maximum de l'arbre des murmures. Je crois que j'ai vu, c'était 10 quêtes, je crois. Tu fais 10 quêtes. Ouais, il y en a certaines qui rapportent plus que d'autres. Ah, d'accord. Les gros donjons, ils rapportent plus de monnaie qu'un petit event. D'accord. Donc une fois qu'on rend les quêtes, par contre c'est là où c'est vraiment très intéressant. Ça nous drop une cache, comme vous avez pu voir sur le premier loot d'Ashava, la cache légendaire. Ben, c'est pas forcément tout le temps une cache légendaire. Ça peut être une cache de bottes, une cache d'armure, une cache légendaire d'armes à deux mains. On peut choisir les récompenses parmi 5 choix, je crois. Et sans parler de ça, ça donne un énorme gain d'XP. C'est-à-dire que moi j'ai le souvenir d'avoir eu un tiers de level en XP en récompense. D'accord. Une fois qu'on rend la quête, un tiers ça fait beaucoup, quoi. Ok, donc ça c'est vraiment cool parce que du coup on fait pas les choses pour rien et suivre les objectifs C'est ça. intérêt. On peut se promener, on peut très bien se promener dans le monde, faire un petit peu de récolte, un petit peu des mobs, mais ça nous donne un petit objectif en se disant si on fait ça, on aura une récompense supplémentaire. Ok. Comment tu trouves l'équilibre du jeu entre le jeu solo et le jeu en équipe? Alors ils ont très bien équilibré la chose, c'est-à-dire que on va parler pour une sorcière par exemple. Des fois c'est plus avantageux de jouer en solo et de one shot les mobs. Pour la progression ça va plus vite. Tu sais que quand tu lances un sort, tout explose. Quand tu es en multi, à 3 ou 4 personnes, t'es pas du tout le même rendu. Donc il faut vraiment avoir un groupe cohérent et qui apporte des bonus pour les autres. Un barbare qui buff, une sorcière qui va contrôle les mobs, qui va les rendre vulnérables. Ce genre de truc. Mais en soi, qu'on joue en solo ou en groupe, le jeu est totalement fait pour les deux. Personne ne sera bloqué parce qu'il joue en solo, il sera pas pénalisé par rapport à ça. À part bien sûr, comme on disait, au Donjon Cauchemar où certains trucs sont plus faciles à plusieurs. D'accord. Quel est ton avis sur la narration de l'histoire du jeu? Comment ça se compare par rapport au titre précédent? Est-ce que tu as trouvé l'histoire stylée, les cinématiques de bonne qualité? Par exemple, moi je sais que j'avais adoré
dans Diablo 2 Resurrected, de refaire simplement la campagne du jeu et de revoir toutes les cinématiques qui avaient été... les cinématiques améliorées. C'était incroyable. Franchement, moi à l'époque, je me souviens, on captait rien sur les cinématiques, c'était flou, tu vois. C'était dégueulasse. Ouais, c'était dégueulasse. Et là, c'est vrai que de revoir l'histoire de Diablo 2 refaite, j'ai trouvé ça incroyable. Est-ce que tu as ce sentiment-là un petit peu dans Diablo 4 ? Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu du côté narratif ? Alors, pour le coup, sur Diablo 4, on n'avait pas accès à la campagne, donc on avait 0 quête, aucune cinématique, on était vraiment bridé au endgame. On n'a pas vu une seule quête. C'est pour ça que quand la bêta de mars est arrivée, le premier acte, je l'ai fait vraiment par plaisir. Le moindre mob que je tapais au tout début, le petit warg, ouvrir une bûche, ouvrir un petit coffre. J'étais vraiment dans l'ambiance du jeu, à en avoir des frissons. C'est vraiment plaisant. Après, pour tout ce qui est cinématique, lore, tout ça, alors j'aime le jeu, hein. Je vais sûrement le faire une fois bien comme il faut, mais après 20 ans de Diablo 2, on va dire que quand D2R est sorti, les cinématiques, je les ai pas regardées, quoi. On était dans un mode speedrun et c'est exactement ce qui va se passer pour Diablo 4 le vendredi à 1h du mat. J'aurai pas le temps pour regarder les cinématiques, on fera ça plus tard en solo dans mon coin, vraiment avec du temps libre, on va dire. Donc voilà, pour tout ce qui est narration, tout ça, vraiment ils ont fait un beau boulot, je pense. Moi j'ai vraiment apprécié l'acte 1. Après on était bridé à l'acte 1, donc on a eu que le début. Mais j'en attends beaucoup de la suite. Mais plus tard, quand j'aurai du temps. Ils nous ont sorti quelques cinématiques quand même assez incroyables. Ouais, là en quelques jours, là, une semaine, là, c'est tellement plaisant. Ça fait plaisir. Et toi après Blizzard, c'est Blizzard pour les cinématiques. Moi, pendant 20 ans, j'ai fait Diablo 2, j'ai jamais joué à WoW. Et pourtant, le nombre de fois où j'ai failli commencer juste en voyant une cinématique, ils sont forts. C'est vrai. Ils sont très forts. Quelle est ton opinion sur le système économique du jeu ? Donc, tu sais, le système du fait que on peut trade que des objets jusqu'au niveau jaune, je crois, rare, l'or et puis d'autres petites choses. Qu'est-ce que tu penses de ce système-là ? Moi, je te dirai ce que j'en pense après. Alors, je suis partagé. Je vais peut-être un peu trop parler de Diablo 2, j'ai passé 20 ans dessus, donc c'est normal. Mais je trouve que l'économie d'un jeu avec le trade, à partir du moment où il y a des bots et tout ce qu'il y a le bordel, je comprends que ça puisse poser des soucis. Mais le fait de pouvoir arriver, de s'équiper grâce au trade et grâce au skill de trade, après c'est un autre jeu. On va dire c'est du trading, le jeu c'est devenu totalement autre chose. Donc le fait de pouvoir s'équiper et devenir vraiment insane en PvP grâce au trade, c'est une bonne chose. Après que les gens utilisent de l'argent réel pour ça, c'en est une autre, c'est bien dommage. Mais pour moi il manque vraiment cet aspect du trade. Donc ils ont simplifié le jeu comme ils ont fait sur les autres. On peut pas échanger entre nous, mais tout est simplifié. Ils ont trouvé un système de codex of power pour avoir les traits légendaires plus facilement. Ils ont essayé de trouver un juste milieu, je pense. Ouais. Après, moi, c'est surtout sur le principe de. Donc, là, t'as tout à fait raison sur de combattre en fait la vente des objets contre des sites sur des sites tiers et pour acheter l'objet que tu veux. Bon, il y a eu l'HV sur Diablo 3 qui avait été retiré, mais au-delà de ça, tu auras toujours des sites tiers pour vendre des objets ou n'importe quel type de runes ou autre, des objets utiles quoi. Sur Diablo 4, et bien en fait, je pense qu'ils ont fait en sorte qu'on puisse trade par exemple des bases jaunes qui vont être plus ou moins perfectes avec des affixes et des niveaux assez important pour que nous, après, on cale notre aspect légendaire dessus. Je pense que ça peut déjà avoir une certaine valeur. Exactement. À partir du tourment, les objets jaunes vont aussi avoir 4 affixes. Donc, ils deviendront presque aussi bons que des légendaires, quoi qu'il en soit. Donc oui, il y aura toujours un système de trade. On a toujours l'échange de gold. Donc quoi qu'il arrive, les sites de revente d'objets de gold, ils vont tourner quand même, qu'on se le cache pas. Les gens qui ont besoin d'argent, ils iront acheter sur des sites et ils le font. Mais ça limite un petit peu les choses. Ça limite un petit peu la facilité pour obtenir un full gear en sortant la CV. Quoi. On peut pas acheter un objet légendaire comme ça. Par contre, mon expérience que j'en ai eu, respect un personnage, par exemple, quand j'étais niveau 60, ça m'a coûté 300 000 gold et j'en avais 500 000 en banque. Donc c'était cher. Ça coûtait cher de faire une respect. D'accord, sachant que, je fais une pause là-dessus, sachant que en gros, ils ont dit que quand toi t'as fait ça, ils étaient sur l'ancienne version où ils disaient qu'on pourrait difficilement, voire pas respect. Et déjà t'as pu respect quand même. Oui, on peut respect. Mais ils ont dit qu'ils allaient réduire ça, donc ça veut dire que ça devrait être moins que ce que toi t'annonces là déjà.
Yes. Moi, je parle vraiment pour les skills. On parle pas de parangon. Ah oui, Pour d'accord. les skills, voilà, pour les skills, j'étais dans les 300 000 et quelques pour pouvoir respect. Après, on peut toujours faire point par point, c'est beaucoup plus simple. Hmm. Par contre, en fin de jeu, les sous, on en a plus besoin. Enfin, t'as 10 millions en banque, c'est surtout pendant le leveling que l'or est important. Donc, je pense même pas que l'argent deviendra vraiment ça restera toujours une monnaie d'échange, bien sûr. Mais au bout d'un certain temps, l'argent, on en a plus besoin. D'ailleurs, Les pendant le objets qu'on leveling, vend en marchand. tu conseilles de tourner à combien de gold à peu près pour être tranquille? Ben, on a vu deux trucs différents. On a vu la première bêta de mars où c'était énormément cher d'améliorer ses objets à coût de 150 000. Enfin, Hmm. c'était une folie. Hmm. Et parce qu'on était niveau 25, je pense. Et là, on a découvert des ups d'armes, d'objets, de tout son stuff niveau 20 où pour 100 000, t'avais tout quoi. Ils ont nerf le prix des augmentations de stuff. Peut-être parce que c'était des objets niveau 20. Et peut-être que quand on sera niveau 100, les upgrades des objets auront quand même un certain impact sur l'économie. D'accord. Ok. Peux-tu nous décrire ton expérience sur les donjons de cauchemar dans Diablo 4? Alors une bonne expérience, ça donne de la difficulté. C'est euh, c'est intéressant de penser qu'on puisse looter des glyphes, parce qu'on les a pas de base les glyphes, faut les Hmm. loot. Hmm. Tu commences avec des bleus au début, tu vas peut-être upgrade des bleus en fin de donjon, parce que t'as pas droppé de glyphes rares, comme celle que vous avez pu theorycraft sur les divers planeurs. Hmm. Donc c'est vraiment intéressant, ça te donne un objectif d'augmenter tes glyphes. Et les mobs ben, ont vraiment une difficulté supplémentaire. Donc moi, ce que je me suis aperçu, c'est que pendant mon leveling, quand j'étais en expertise, en cauchemar, en enfer, j'ai commencé les donjons cauchemar vraiment que en tourment. C'est-à-dire que toutes les 6 guildes que j'ai gagnées, c'est les emblèmes cauchemar pour les donjons que j'ai gagnés à l'arbre des murmures, parce qu'il en donne en récompense. Je les ai tous désenchantés, c'est-à-dire je les ai cassés pour en faire D'accord. de la poussière et en créer des autres à mon niveau. C'est-à-dire tout ce qui a été donjon cauchemar bas level, si t'as autre chose à faire, fais autre chose. Et vraiment pour moi, ce sera plus rentable d'y aller en tournant. C'est-à-dire que c'est une difficulté qui a été augmentée et Hmm. il y a beaucoup d'objets ancestraux et sacrés dans les donjons cauchemars. C'est-à-dire D'accord. que c'est vraiment une zone qu'on va devoir farmer à haut niveau pour s'équiper vraiment. Alors du coup, tu as un peu anticipé ma question suivante, parce que la question suivante c'est, est-ce que tu pourrais m'expliquer davantage la différence entre les objets donc normaux, sacrés et ancestraux? Oui, donc ça, pendant la bêta fermée, on était vraiment à l'aveugle. C'est-à-dire, Hmm. on comprenait pas trop les mécanismes, tout était nouveau. Il n'y a pas de vidéo, il y a pas de lien internet, il y avait nulle part pour se renseigner. Donc, on était là vraiment par nos propres moyens. Après avoir fait beaucoup de tests, je me suis aperçu que l'aspect légendaire plus un hydre, qui est vraiment un objet qu'on peut juste extraire et qui n'est pas dans le codex des pouvoirs pour Hmm. sorcier, je l'avais gardé d'un objet niveau 25 en me le mettant de côté parce que j'en avais gardé deux trois de côté pour plus tard Mhm. pour des meilleurs objets. Sauf que des objets, des aspects légendaires qu'on extrait sur des objets normaux, donc normaux, ça peut être des bleus, excusez-moi, des objets légendaires. Mhm. On va les extraire sur des légendaires, on va les appliquer sur des objets jaunes ou légendaires. Mais on peut les appliquer que sur des objets de la même qualité. C'est-à-dire D'accord. la qualité, c'est normaux, sacré ou ancestral. Donc un objet ancestral qu'on aimerait améliorer avec un aspect qu'on a extrait sur un objet normal ou sacré, c'est grisé, on ne peut pas. D'accord. C'est un objet qui sera inutilisable. Faut relooter Donc quoi. voilà, c'est ça. Donc j'ai gaspillé énormément d'argent à extraire beaucoup d'aspects légendaires qui sont partis à Hmm. la poubelle. C'est une Ils très servent très plus à bonne rien information, après. parce que du coup, ça va nous permettre de, en sachant ça, de ne pas extraire n'importe quoi. Euh, Surtout pas. voilà, donc du coup, extraire un aspect quand on en a vraiment besoin et que ça nous permette de progresser au niveau suivant. Et Mais à en fait, ça, utiliser de suite, du coup. voilà, c'est ça, utiliser de suite. Donc, vaut mieux stocker à la rigueur si on a de la place l'objet au cas où dans notre stash, enfin, dans notre coffre. Et puis après, si on n'en a pas besoin, on le détruit et on passe au palier suivant et on n'a pas perdu de gold, quoi. C'est ça, parce que vraiment, ça sert à rien d'extraire. Je me souviens vraiment de ça. On comprenait pas pourquoi mon plus un hydre, je pouvais pas l'appliquer sur mon bâton ancestral que je venais de loot. Et en fait, pour le endgame du jeu, il faudra dropper des objets ancestraux pour s'équiper Hmm. et les dropper en légendaire pour pouvoir extraire le trait. Après, ceci c'est vraiment pour le Codex of Power, il n'y a pas de limite.
Code of Power, c'est illimité, c'est à volonté. On peut appliquer sur n'importe quel objet. À partir du moment où c'est dans le codex. Ouais, donc du coup, Mais quand tu passes voilà. sur une version supérieure de l'objet, enfin, tu lootes par exemple une nouvelle arme qui est ancestrale, tu peux quand même appliquer ton aspect qui permet de faire ton build à la force, voilà, à la force minimum, mais au moins ton build il fonctionne quoi. Pour ceux qui sont dans le codex, exactement. Ouais, ouais. Et ils ont fait un effort là-dessus. Ils ont rajouté des aspects dans le codex qui n'y étaient pas à la bêta fermée. Comme le Twisting Blade, il n'existait pas, il fallait le looter. Le tir pénétrant qui se scinde en plusieurs flèches pour le rogue, il n'existait pas en codex des Power. Parce que j'ai fait tous les donjons, donc j'ai pas eu accès à ça. Donc ils ont fait pas mal de modifications vraiment sympas. Et c'est bien qu'ils aient fait pas mal de modifications là-dessus. Pour les aspects légendaires, donc on a dit qu'on pouvait pas appliquer un aspect légendaire extrait sur un objet de qualité normale et l'appliquer sur du sacré ou sur ancestral. Ouais. Par contre, on peut le faire dans l'autre sens. Vous pouvez gaspiller un aspect que vous avez extrait sur un objet ancestral et le mettre sur un objet normal. D'accord. Je vois pas trop l'utilité. En SWAT, pourquoi appliquer ça sur un objet normal? Vous pouvez le faire pour un reroll par exemple. Si vous lootez. Sauf si on a un objet qui est plus bas level et qui est perfect, tu vois, genre au niveau des stats, qui est vraiment perfect. Oui. Mais bon, en général, le cap entre normal, sacré, ancestral, il est vraiment énorme. Une arme, elle va prendre 30% de dégâts en plus. On parle vraiment d'un up qui est vraiment important. Par contre, si vous droppez un aspect ancestral sur un aspect légendaire sur un objet ancestral, que vous voulez appliquer sur une amulette, vous pourrez quand même l'appliquer sur une amulette sacrée. C'est pas grave, ça marche bien dans l'autre sens. Mais pas dans l'autre. Par contre, tout ce que vous extrayez en aspect, vous pouvez le mettre au coffre et le partager avec vos autres persos. Donc ça c'est important à mettre en place. Il y a des aspects qui sont généraux pour tous les persos, comme le fait des dégâts quand vous avez une barrière. C'est pas que sorcière, c'est pas que... Donc c'est des aspects que vous pouvez mettre sur un autre personnage. Donc vous pouvez les transférer sur votre coffre et y accéder avec un autre perso qui n'aura pas peut-être le même niveau, sera peut-être avec des objets sacrés et pas ancestraux. Donc vous pouvez appliquer un aspect ancestral sur un objet sacré. Pour tout ce qui est aspect ancestral, donc les objets ancestraux qu'on voudrait appliquer des aspects légendaires dessus, pour les anneaux et les amulettes, je vous conseille quand même de les garder en sacré. C'est-à-dire tout ce que vous lootez en jaune, en amulette, anneau, sacré, gardez-les de côté, même si c'est pas ancestral, ça vous permettra d'appliquer des aspects légendaires que vous avez extraits de qualité sacrée. C'est-à-dire que si vous droppez un plus un hydre par exemple en sacré, gardez-le quand même et appliquez-le sur des objets sacrés. Pas besoin d'avoir une amulette ancestrale avec des gros stats, sachant que vous allez peut-être pas réussir à looter le bon aspect en ancestral pour l'appliquer dessus. Donc vraiment pour les anneaux et amulettes, gardez toujours un œil sur les objets sacrés et mettez-les de côté dans la banque, ça servira toujours. Pourquoi? Parce que c'est difficile à looter les anneaux et les amulettes de bonne qualité en ancestral? Non, justement, on les drop, mais on peut pas leur appliquer des aspects légendaires dessus, ancestral. Il faut obligatoirement dropper l'objet ancestral légendaire pour l'extraire. Donc c'est oui, mais du coup, pourquoi pour les anneaux et amulettes et pas pour l'intégralité du stuff? Parce que le reste du stuff, c'est des objets qu'on change assez souvent. Ils sont vraiment très importants en ancestraux. Les armes, on en reparlera toujours. Hein. Dès qu'on drop une arme meilleure, il faut l'utiliser. Donc il faut réappliquer un aspect. Et c'est des objets qu'on va changer souvent. Alors que les anneaux amulettes sont vraiment... ils sont pas facultatifs, ils sont pas moins bien. Mais les changements sont moindres par rapport à du stuff. Je vais avoir une paire de gants jaunes. Elle donne plus 2 à boule de feu. Je vais l'avoir en ancestral, elle fera plus 4. Ouais, d'accord. Donc 2 points de compétence dans son skill principal, c'est pas rien. Donc les objets dans ce style là, ça on les change tout le temps. Alors qu'anneau amulette, c'est vraiment un truc qu'on peut garder de côté et vous les changez très rarement. Ok, très intéressant, merci. Bon, ça c'était très intéressant, merci. Ensuite, quelle est ton expérience du farm en zone PVP? Quels en sont les avantages et les inconvénients? Est-ce que tu as trouvé ça efficace? Alors, pour commencer, j'espère qu'ils vont régler quelques soucis. Je l'explique. Ils ont mis en place un mode de PVP on, PVP off. Ouais. Donc c'est une bonne chose. On n'a pas envie de se battre, on se met en PVP off. C'est très bien. Sauf que si vous vous rendez sur le champ de bataille, c'est un petit peu comme se promener sur une zone de guerre en Irak avec un gilet pare-balles écrit presse.
Ouais. Je suis de la presse, me tirez pas dessus. C'est bien, mais il y a toujours des balles perdues. Et il y a pas, il y a le mode Friendly Fire, il est désactivé quoi. En gros, Donc enfin, on en avait déjà eu cette discussion, je m'en souviens, et en gros, si je comprends bien, c'est quand tu te flagues non PVP, tu vas dans la zone PVP, tu ne peux pas attaquer les autres, mais les autres peuvent t'attaquer s'ils le souhaitent. ouais, c'est comme si t'avais pas d'armes, c'est-à-dire on peut pas les focus et c'est comme si c'était des Et tu amis du peux, à groupe. partir du moment où on t'a attaqué, tu peux te défendre ou pas? Ah non, non, tu te fais, Ah d'accord. ouvrir. C'est salut. En fait, t'es un mob, Voilà. t'es un mob free loot inoffensif, quoi. Voilà, c'est ça. Alors pourquoi se mettre en PvP on, PvP off? La différence entre les deux, c'est qu'en PvP off, vous avez moins de poussière, moins de graines de la haine. Et quand vous mettez en PvP on, vous en lootez plus. Mais pour moi, ils ont vraiment, ils ont fait, il y a eu un problème là. D'accord, donc à voir Il si faut c'est qu'ils corrigé, règlent quoi. ce souci, il faut qu'ils corrigent ça, parce qu'à partir du moment où les autres peuvent te taper et toi tu peux pas répondre parce que t'es en PvP off, à quoi il sert ce mode? Autant se mettre en PvP on et on n'en parle plus quoi. Ouais, donc à voir si c'était une vraie intention ou si c'était un bug qui a été corrigé depuis. C'est ça. À suivre. Surtout que pour passer en PvP off, faut aller en ville et parler à une statue, enfin avoir une interaction Hmm. avec une statue pour enlever le PvP off. Ok. Et un truc à faire aussi, si vous êtes en PvP on, vous ne pouvez pas rejoindre des donjons avec vos amis en PvE un peu plus loin. Donc il faut vraiment penser à désactiver son PvP pour pouvoir aller faire des donjons en groupe. D'accord. Ensuite, pour tout ce qui est aspect PvP, j'ai eu une très bon souvenir là-dessus. Alors, actuellement, ils ont mis en place un système de scaling où on pourra pas rencontrer des gens trop haut niveau Mhm. pour pas se faire ouvrir, entre guillemets. Je me souviens me promener avec mon mage niveau 70 et se me faire éclater par un rogue niveau 100. Ouais. C'est la différence de 30 niveaux. Croyez-moi, avec 30 niveaux de paragon, c'est du one shot. Il y a même pas, il y a rien à faire. Même un mage, je pouvais faire des novas, je pouvais fuir, enfin, impossible. C'est une personne niveau 100 qui vient affronter quelqu'un de 70. Il n'y a pas match, c'est du one shot. Ouais. Donc j'espère qu'ils vont régler ça en mettant maximum 5 niveaux de différence. Euh, un nécro qui était niveau 60, il pouvait tuer un rogue niveau 75. Parce Hmm. que c'était vraiment cheaté, il y avait le perma invulnérable que vous avez dû connaître avec Blood Mist, tout ça. Ouais. Un rogue qui essaie de faire son event pour rendre ses poussières PVP et les transformer, ben, il y a un nécro qui passait par là, salut, je te fais exploser les cadavres, c'est fini quoi. Donc voilà, il y a certaines classes qui étaient plus cheatées que d'autres, mais j'espère qu'ils vont vraiment réduire l'écart de niveau. Bah après, Ensuite, c'est ce qu'ils avaient dit, juste pour une petite parenthèse à ce niveau-là, ils avaient clairement dit qu'ils mettraient une limitation de niveau sur les classes que vous allez croiser. Et du coup, moi je me disais par rapport à ça, il y aura peut-être une méta twink, c'est-à-dire des mecs qui vont faire par exemple en hardcore des persos bas level, entre level 10 et 20, mais qui vont les suroptimiser pour aller dans les zones PVP. exactement, c'est un système qu'on a sur d'autres jeux. Sur Diablo 2, on faisait des twinks et on faisait du low level duel. C'est toujours plaisant d'arriver niveau 15 et d'éclater des gens niveau 30 parce que t'étais sur stuff, t'étais tout content, tout heureux. Là, pour le coup, le PVP en HC, ça va devenir quelque chose de vraiment sympa en faisant des twinks. Bon après il faudra vraiment en avoir dans le pantalon pour aller se promener dans les zones PVP. Mais je trouve ça super sympa de pouvoir utiliser le Codex of Power pour s'équiper, transformer des objets en légendaires, faire un build vraiment en low level duel et de pouvoir se promener avec ça. Je pense que ça serait un aspect intéressant du PVP HC. Ouais. Ouais, ça peut clairement être un mini-jeu dans le jeu assez rapidement, je pense. Exactement. Ouais. Exactement. Euh, Après, pour tout ce qui est la zone PVP, donc on va rester sur un petit ouais. peu sur cette expérience-là. Pour moi, c'est la meilleure zone de farm. Il n'y a pas photo. C'est-à-dire que plus vous montez en difficulté, donc en cauchemar, en tourment, tout ça, meilleurs seront les drops d'essence, les graines de la haine. Mhm. Et la difficulté est plus haute, bien sûr, hein, mais il y a beaucoup plus de monstres, beaucoup plus d'élites. Donc les loots, ça va vraiment vite. Et les poussières dans le même cas quoi. Donc on fait énormément d'XP, énormément de poussières. Et ces poussières après elles permettent d'acheter du skin PVP. Donc on aura un skin, bon ça n'a rien à voir avec WoW ou avec le R14. En une journée on peut se full stuff en farmant bien comme il faut. Et on aura tous les skins PVP si on se fait pas tuer avant. Mais les poussières pour acheter les objets, c'est comme le marchand des curiosités avec les oboles. Ouais. Et là c'est une monnaie différente, ça devient avec de la poussière de PVP. Donc c'est
une deuxième méthode d'acheter des objets aléatoires et de dropper ces aspects légendaires. Ouais, et Pour puis moi, des c'est objets vraiment aléatoires, mais sur une catégorie d'objets quand même ciblée. Donc ça te permet de focus c'est ça. un type d'aspect offensif, défensif, utilitaire, Sans etc. parler des légendaires et uniques que vous dropperez sur les mobs. Ouais, en plus. Et, Voilà. et on en avait parlé de ça, et je pense que ce qui peut se passer aussi, c'est que si toi, t'es très performant en PvP, que t'as un bon groupe, etc., à tout moment, tu tues un gars qui a farmé pendant 1h30 et tu lui prends 150 poussières, quoi. Enfin, 150 000 poussières, pardon. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Et tu C'est gagnes 1 heure de farm, opportuniste, du hein. coup. Exactement. Exactement. Certaines personnes pensent qu'ils sont super forts, super stuff, et se permettent de se trimballer avec 150 000, 200 000 sur soi. Mais il suffit d'un moment où on est sur un pack de mobs et il y a un opportuniste qui passe par là, il en profite et là c'est plus du 1v1 quoi. T'as le boss de la zone qui te tombe dessus. D'ailleurs en parlant de boss, il y a un edit, enfin, c'est un boss qui se promène, un world boss entre guillemets de la zone PvP, Ah ouais. qui se promène sur la carte. Et il a d'énormes loots. C'est-à-dire, moi je me souviens, il dropait dans les 10 000 poussières, juste lui. Ah Après, ouais. ce qu'il faut savoir, c'est que les poussières, elles sont pas uniques à chaque personnage qui les loot, comme les objets. Cette Ouais. poussière, elle est partagée sur la map. Il n'y a qu'une seule poussière au sol, et c'est au premier qui clique qu'il a. À la Donc Diablo même 2, quand quoi. voilà, c'est ça. Même quand on joue en groupe, ben, sur un groupe de 4, faut savoir partager, quoi. C'est pas tout le temps le même qui va ramasser les poussières. Il faut trouver Un un équilibre. juste milieu. Ben là, de temps en temps, tu cliques. Quand on est en groupe d'amis, ça va. Mais des fois, tu fais des groupes PVP parce que c'est mieux d'être à 4 avec des gens que tu connais pas. Moi, j'ai ce souvenir où les mecs ils se jetaient sur les poussières, même en groupe. Hmm. Donc, j'ai envie d'entamer un world boss, de dégrouper, de déglinguer le poteau parce que c'était un voleur, quoi. Ouais, donc Donc, du coup, c'est un deuxième point important pour l'argument d'avoir un bon clan, parce que du coup, c'est vrai que Blizzard n'a pas vraiment donné beaucoup d'arguments. Ils ont dit qu'il y a un système de clans, mais on savait pas exactement pourquoi. Mais on l'a vu déjà pour les donjons de cauchemar, ça pourrait être hyper intéressant d'avoir un groupe fixe pour progresser en donjon de cauchemar à terme. Mais en plus de ça, pour le PvP, du coup, a priori, ça peut être hyper intéressant. D'après ce que tu dis, c'est une très bonne méthode de farm. Mais en plus de ça, ça permet que chacun y retrouve son compte et ne se sente pas lésé d'aller jouer en PU et de moins avoir de loot que quelqu'un qui va full ninja, quoi. c'est ça. Après, si vous avez un perso qui farme très bien, qui peut se défendre en cas d'attaque, en PvP, tout ça, ça sera toujours plus rentable de le faire en solo. C'est-à-dire qu'en solo, ben, les poussières, elles sont que pour vous. Donc elles sont pas divisées par 4. Donc une bonne heure de farm un matin où il n'y a pas grand monde, ben, c'est toujours sympa de pouvoir récolter les ressources que pour soi. Alors, Et est-ce après, qu'on aura un jeu où il n'y a pas grand monde sur la version que toi, t'étais sur une bêta fermée? Je peux comprendre que très tôt le matin, à minuit ou à 1h du matin, tu peux ne pas trouver de monde. Après, nous, vu, je pense, la popularité que va avoir le jeu, au moins sur les premiers 3 ou 4 ou 5 premiers mois, même si tu vas te connecter à 3h du matin, vu que les serveurs vont se connecter des joueurs dans une région entière, je pense que ça sera équilibré et tu auras toujours du monde en fait dans la zone PVP à mon avis. et on est censé être un serveur mondial avec, on doit pouvoir jouer avec les Chinois, on doit pouvoir jouer avec les Américains, mais je veux savoir où est le juste milieu. C'est-à-dire que si on peut grouper avec quelqu'un à l'autre bout du monde, ça y a pas de problème. Mais en général, je pense que les layers seront faits en fonction des serveurs où on est, enfin de la zone où on est. On va jouer en général entre Français, enfin j'espère Oui, oui, qu'on bien sûr, sera dans une c'est zone sûr. assez proche. Mais dans ce cas-là, si c'est une zone assez proche, à 4h du mat, il y aura pas grand monde. Donc ça serait intéressant de Bah, faire ça. Par contre, s'ils complètent avec les autres pays parce qu'il n'y a pas c'est assez de ça. monde, voilà, faut savoir où est le juste milieu et Ça, comment on le ils ont sait fait leur. pas. Moi, je pense qu'ils vont le faire justement pour éviter ce que toi t'as cité précédemment, c'est-à-dire d'éviter que les gens ils se connectent. Déjà parce que c'est malsain entre guillemets pour l'IRL de forcer les gens à se connecter très tard le soir ou en plein milieu de la nuit parce que c'est le plus rentable. Et je sais qu'il y en a qui vont le faire parce que j'ai connu des gens qui ont joué à O-Game et qui mettaient leur réveil à 2h du matin pour pas se faire raid par exemple et qui avaient complètement une hygiène de vie claquée à cause d'un seul jeu qui est en plus un jeu. Ouais, c'est O-Game quoi. Ouais, c'est sûr. Voilà, donc s'il y a une mécanique pareille dans Diablo avec des enjeux de stuff importants, bien sûr que les gens ils vont le faire. Donc je pense que Blizzard va faire en sorte, effectivement la nuit, les serveurs seront étalés un peu plus niveau Europe et, D'accord. le jour, bah voilà, forcément tu auras que des joueurs français avec ton parties. Moi je le vois comme ça. Après voilà, je me base sur. Ouais, c'était le cas sur WoW quand on voulait aller farmer l'herborisme le matin, ben, c'est sûr qu'à 4h du matin, les lotus c'est plus facile que les trouver à Exactement. 20h le soir.
Exactement. Donc ouais, il faut trouver un juste milieu chez Blizzard. C'est ça. Au niveau des poussières, il faut vraiment prendre compte qu'une fois qu'on meurt, quand ils ont précisé, quand vous mourrez, vous pouvez looter du stuff. N'ayez pas peur, on va pas perdre un casque, on va pas perdre une épée légendaire. Le stuff qui parle, c'est surtout les poussières. Les poussières PVP, c'est-à-dire quand vous mourrez, vous droppez vos poussières au sol. Donc si vous crevez par des mobs qui vous ont tué, c'est pas grave, vous êtes le temps de revenir. Par contre, si c'est un mec qui vous a tué en PVP, bah lui il est là pour ça. Donc quand vous reviendrez, bien sûr, il y aura plus rien. Faut le retrouver, quoi. C'est la chasse. Exactement, exactement. Après, il faut vraiment penser aux events. Ils sont dispatchés sur la map PVP, donc il y a 2 zones PVP. Il y en a une à l'ouest, Ouais. au nord-ouest, on va dire, et une au sud-ouest. Donc c'est 2 zones complètement différentes. Dans chaque zone, je crois, il y a 5 ou 6 zones pour faire les events. Donc si vous voulez transformer vos poussières, faites un petit tour avant, regardez s'il y a du monde. Et je vous déconseille de les faire à côté de la ville. Parce qu'à partir du moment où vous activez un event, toute la zone où vous êtes est prévenue de votre event et vous êtes marqué sur la map, l'endroit où vous êtes. Et ceux qui sont dans la ville le voient? Et oui, tout le monde le voit. Ah, Il y a un d'accord. message, l'event du nord-est, cette zone-là, a été activé. Donc là, vous avez 45 secondes pour tuer les mobs autour de vous, de finir l'event. Pendant ces 45 secondes, si vous êtes à côté de la ville, c'est risqué. Les Ouais. mecs qui sont en ville en train de theorycraft, en train de discuter. Oh, ben il y a quelqu'un juste à côté qui est en train de faire son event. Ouais. On va aller y voler 20-30 000 poussières vite fait. C'est rapido. Alors que si vous faites ça à l'opposé, dans un coin perdu un petit peu de la zone PVP, ben 45 secondes, ils n'ont pas le temps d'arriver. Ils n'ont pas le temps d'arriver. Ah ouais, c'est Donc voilà, il faut vraiment... vraiment choisir sa zone. Faut vraiment choisir. Vous verrez à la zone, je crois que c'est à la zone PVP sud, il y a un event qui est au nord de la zone où on est dans une petite cabane. Vous pouvez faire l'event, mais vous pouvez vous cacher dans une petite cabane. Donc pour certains builds, ça peut être sympa de faire cette zone-là. Vous verrez par vous-même, de toute façon, quand vous y serez, vous trouverez des events plus faciles à faire que d'autres. D'autres qui sont en hauteur avec un seul accès. Donc vous voyez les gens arriver et vous pouvez vous défendre sur une seule entrée. Donc tout est technique un petit peu et il y a moyen de faire des trucs sympas. Je pense que cet aspect un petit peu d'aller ganker les mecs et d'aller les faire rager entre guillemets va plaire à beaucoup de monde, je sais pas pourquoi. Pensez qu'une fois que vous avez vos poussières en main, il y a un world boss qui pop. Ah bah on va aller faire le world boss. Il y a un pote qui nous groupe pour nous envoyer dans un donjon avec lui. Donc à partir du moment où il vous groupe, vous rentrez dans son layer et vous changez ailleurs. Pensez que chaque déplacement hors de la zone de PVP, vous allez perdre vos poussières. D'accord. Donc avoir 80 000 poussières et se TP avec T à Kyovashad, mais vous avez perdu 1h30 de jeu. Donc vraiment très important quand vous voulez vous rendre en ville, ouvrez la map et faites un TP dans la zone PVP. Ne faites surtout pas un TP Kyovashad, sinon dès que vous quittez la zone PVP, vous perdez toutes vos poussières. D'accord. Donc ça voilà, c'est très très important. Après j'ai un doute, je suis pas tout à fait sûr de ce que je vais avancer, mais quand j'ai déco en zone PVP, je me souviens plus si on perdait nos poussières ou pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez 100 000 poussières sur vous et qu'il y a un mec qui vous campe et qui vous attend à la sortie, ou vous allez rester en ville pendant des heures, ou vous pouvez... Quand tu dis en ville, tu parles de la ville de la zone PVP. De la zone PVP bien sûr. De la zone PVP, vous pouvez déconnecter et reconnecter un peu plus tard. Donc ça c'est une info à vérifier, il faudra faire le test si on perd nos poussières quand on déco. Je pense que oui. À partir du moment où on quitte la ville, on va en zone normale, on les perd, donc il n'y a pas de raison qu'on garderait des poussières en faisant une déco. Mais c'est une info à vérifier. Parce que je me souviens être tombé un petit peu au milieu d'un duel. Il y a 2 mecs qui se sont battus. Il y avait 250 000 poussières au sol. J'ai tué le dernier. Ouais. J'ai tué le dernier, j'ai récupéré les poussières. Et le mec, il est dans la même zone que vous. Il peut vous parler sur le chat. J'ai fait mon petit rogue, je me suis caché. Et j'ai attendu qu'il parte. Du coup, je sais pas si on peut déco avec des poussières et reco un peu plus tard pour faire l'event et sans perdre les poussières. Donc ça sera vraiment un aspect à tester. Voilà. Ok, très intéressant. Ok, on a fait à peu près le tour sur le PVP, t'as encore autre chose ? Une chose qui a été le cas sur la bêta fermée et qui sera peut-être corrigée, je sais pas si c'était un bug ou pas, mais certains monstres élites ou boss se resettent leur PV. Et on n'a pas assez de burst. Donc je m'explique, ça m'est arrivé de faire le boss PVP, au bout d'un certain temps, il retourne à sa place full vie. C'est-à-dire si vous n'avez pas assez de burst, si vous n'avez pas le DPS nécessaire pour le tuer, ils ont mis comme une sorte de cap, cap test,
pour si t'as pas, ok t'es tanky, c'est bien, hein, t'es un tank, mais si tu le tues pas assez vite, ben, le boss va reprendre sa place et revenir full PV. Donc on peut pas farmer le boss en solo si on n'a pas le burst nécessaire. Alors est-ce que ça sera corrigé, est-ce que c'était un bug, est-ce que c'est voulu? C'est exactement le même cas pour les donjons cauchemars. Donc un donjon cauchemar, quand vous rentrez dedans, c'est comme un donjon normal, sauf que vous avez une quête normale, tu vois, il faut tuer 3 élites. Il faut aller tuer 3 élites pour pouvoir accéder à l'étage suivant du donjon. Ben, ces 3 élites, quand vous tombez sur un vampire qui se heal, qui est full résistance feu et que vous êtes une sorcière feu, ben, vous y enlevez avec tous vos CD, vous enlevez moitié des PV et il reset. Donc c'est un cap test pour pas vous laisser faire des donjons trop haut niveau, juste parce que vous arrivez à kite et voilà. Pour moi, c'est où ils ont mis ce système en place exprès. Dans ce cas-là, c'est bien trouvé. Hein. On peut pas faire des sigils trop haut niveau si vous n'êtes pas assez stuff. Et vous avez du temps imparti pour vraiment pour réussir à tuer le monstre. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt une bonne mécanique. C'est même mieux, je trouve, c'est plus smart que juste un timer, parce qu'un timer, tu vois, tu pourrais toujours aller tuer éventuellement les premiers élites, les premiers boss du premier étage, et de pas finir le donjon, mais quand même à réussir à tuer des mini-boss et des élites, et du coup avoir des drops de ce niveau-là, alors qu'en fait, t'as pas le DPS pour tuer le boss, et avec le système que tu dis, et ben du coup, si t'as l'accès, voilà, ça donne pas suivant. Oui, puis ça te donne pas accès aux loots non plus, parce que si tu tues pas les gros mobs de la zone, et ben du coup tu lootes pas, quoi. Exactement, ouais. Après voilà, ce qui est bien pour faire ces donjons cauchemars, c'est que ça donne quand même la récompense à la fin de donner de l'XP pour augmenter vos glyphes. Donc l'objectif c'est quand même de finir le donjon cauchemar. Les loots c'est bien, hein, mais on y vient pour les glyphes quand même à la base. Donc si on est bloqué sur un élite qui régène sa vie, ben tant pis, c'est que il faudra redescendre dans les sigils et continuer à ce stuff. Après, pour continuer un petit peu sur les donjons cauchemars, donc vous avez pu voir différentes affixes de donjons cauchemars que Blizzard vous a partagé. Il y en a un par exemple où la difficulté, quand vous faites votre sigil, vous l'activez, dessus vous avez une liste de malus, de bonus et un effet un petit peu l'effet du donjon. Donc les bonus que vous aurez par exemple, les mobs vont prendre 20% de dégâts en feu en plus. Donc quand on est sorcière feu, on est bien content de faire ce genre de sigil. Par contre, dans les malus, il peut y avoir aussi les monstres ont 50% de résistance au feu. Donc il faut choisir ces donjons cauchemars en fonction du sigil qu'on a droppé. Donc ces sigils, on les loot. Une fois qu'on les loot, ils ont déjà leurs stats écrits. C'est-à-dire vous voyez tous les stats, les bonus, les malus. Et il y a une spécificité du donjon. Donc quand on est en sigil niveau 20, 30, ça va, la difficulté est pas trop compliquée. Mais une fois que vous montez à haut niveau, il y a un truc, je sais plus comment il s'appelle, c'est un truc du tonnerre. Vous vous promenez sur la map, toutes les X secondes aléatoires, il y a un coup de tonnerre qui va tomber sur le donjon, et vous avez un petit allié, un petit bouclier qui vous suit, comme une sorte de totem qui vous suit un peu partout sur la map, et à un certain temps, il y a une annonce, il faut aller se cacher dessous comme un bouclier pour pas se faire one shot. Donc les joueurs qui vont commencer en HC, qui découvrent, qui n'ont pas encore tous ces tips sur les donjons, ils vont prendre un coup de tonnerre, et une fois qu'on arrive en HL, ils vont se faire one shot. Donc je trouve ça, c'est bien hein, qu'ils veulent jouer en HC directement, mais le temps de retourner en HL, en fait ils ont perdu 80 heures sur une mécanique qu'ils ne connaissaient pas. Donc c'est quand même important de découvrir un petit peu les mécaniques. Après il y aura beaucoup de vidéos qui vont tourner, il y aura des guides pour chaque donjon cauchemar, il y aura des guides comme pour les world boss, hein, c'est pareil. Il y en a d'autres où il y a des globes de sang qui apparaissent et qui vont faire comme une explosion. Vous avez vu ça à la campagne de l'acte 1, il y a un boss, le dernier boss qui fait pop, voilà. Non, c'était pas ça. C'est le boss bien avant. Il y a une sorte de zone au milieu avec des tourbillons qui vous repoussent. Ah oui. Et elle se promène devant il y a des globes de sang qui pop. Il faut les détruire avant qu'ils explosent. Donc ces globes de sang, ils explosent au bout d'un moment. Il faut un certain dégât. Et vous verrez que quand vous serez à niveau HL, l'explosion, ça prend les 3/4 de l'écran et ça vous one shot. D'accord. Donc c'est vraiment des spécificités où le donjon HL, les donjons cauchemars, ça ne rigole plus quoi. Ouais, après, je pense qu'il y a ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il y a un compromis entre les joueurs un peu casual et hardcore, et je pense qu'il y a quand même pas mal de mécaniques à respecter, et les joueurs hardcore devraient trouver leur compte dans les difficultés maximum. Hein.
C'est ça, après vous n'êtes pas obligé de le faire ce donjon. Quand vous le lootez, ben, vous allez le désenchanter chez l'occultiste, pardon. Et vous n'êtes pas obligé de le faire, vous choisissez les donjons cauchemars que vous faites. Vous aurez la difficulté, le niveau du donjon, et vous le faites ou vous le faites pas. Donc les joueurs HC, le coup du tonnerre qui bug en plus, parce qu'à l'époque il y avait des bugs, même si on était sous le bouclier, on prenait le coup de tonnerre, vous êtes mort aussi. Ce genre de petits bugs en HC, ça peut vite poser souci. On va espérer que ça aurait été corrigé. Exactement. Ensuite, qu'est-ce qui rend les world boss banals quand on est en HL d'après toi? Alors oui, l'expérience que j'en ai eue au tout début quand on arrive au jeu, quand on veut faire les premiers world boss et qu'on n'a pas le niveau, ben, vous avez vu, s'il y a des gens qui sont passés au niveau, le world boss il tombe pas. Donc vous avez 15 minutes pour le tuer, et au bout de 15 minutes, s'il n'y a pas eu assez de DPS, il disparaît. Il retourne en enfer. Donc ça c'est pour le mode expertise, mode aventure, tout ça. Le mode cauchemar sera un peu plus difficile. Et après, au mode tourment, on se dit, ben, au mode tourment, ça va être l'endroit où ce sera le plus dur. Sauf que le mode campagne, le mode expertise, le mode cauchemar, c'est une phase de leveling. Donc les gens sont là temporairement. On est d'accord. Donc ils sont là, ils pex et ils passent à la difficulté supérieure. Donc là, on n'est jamais vraiment opti, on n'est jamais vraiment stuff. C'est plus compliqué. Et une fois on arrive au tournant, il y a que des gens au niveau qui sont full stuff. Et le world boss il tombe en 2-3 minutes quoi. Ouais, d'accord. Donc une fois arrivé en tournant, il y aura des meilleurs loots, tout ça. Mais le world boss se fait déglinguer suivant dans quel layer vous tombez. Après, ça peut poser des soucis sur certains world boss. Il y a le boss Avarice. Ouais. Vous avez dû le découvrir sur Diablo 3 déjà. C'est un boss qui vient avec un gros coffre-fort et qui vous tape, qui passe à travers des portails des gobelins. Et en fait, sa mécanique à lui, c'est de vous taper avec son coffre. Et vous avez vu sous la barre de vie des world boss, il y a une tagger bar. Ouais. En fait, c'est la barre de CC. Plus vous y faites du contrôle, plus la barre elle monte, et une fois qu'elle est à son maximum, il subit tous les contrôles d'un coup. Que ce soit le daze, tous les contrôles possibles et jamais, il est subi sur lui. Donc là, votre phase de burst va être énorme. Mais ce boss là, de Avarice, une fois qu'il arrive avec la tagger bar à fond, il fait pop 2 gobelins. D'accord. Donc il y a 2 gobelins qui pop sur la map. Faut ouvrir un petit peu les yeux parce que sinon ils vont s'échapper. Et si les gens ils burst le boss sans voir les gobelins, c'est dommage. Donc ça c'est une mécanique du boss qu'il faut prendre en compte. C'est des vrais gobelins, ils vont looter genre tout de suite des trucs? Exactement. Ah ouais. Après là sur la bêta ouverte, la dernière là, les loots étaient un peu réduits. Ouais, il y avait un bug, ils ont dit. J'ai pas eu un seul légendaire sur les gobelins, donc j'espère qu'ils vont régler ce problème là. Non mais c'était un bug, ils l'ont dit, clairement. Le world boss il drop un objet légendaire, enfin un ou deux en général. Les gobelins ils en drop un aussi, donc là on passe de 2 à 4 loots. D'accord. Donc un par gobelin en plus. Sachant que cette barre de stagger, on peut la faire monter une deuxième fois. D'accord. Si vous faites pas trop de dégâts mais beaucoup de contrôle, vous pouvez faire pop 2 gobelins en plus. Donc 4 gobelins au total. On parle de 4 gobelins plus le loot du boss, plus à la fin il a son coffre-fort. Le coffre-fort, une fois que vous le détruisez, c'est un loot en plus. Donc pour moi, dans ma phase de bêta fermée, je me déplaçais plus que pour Avarice. Les autres boss, ils te drop un légendaire, j'y allais même plus. Je préfère farmer du donjon cauchemar et dropper des légendaires là-bas, plutôt que me présenter devant un world boss et dropper un légendaire. Je trouvais ça inutile. Donc Avarice c'est vraiment le world boss qu'il faut pas louper quoi. Et il faut surtout pas le burst. Sauf qu'en tourment, quand tout le monde est full stuff, la tagger bar elle monte même pas d'un quart. Il se fait déglinguer, point, il y a un seul loot et voilà c'est fini. Y a-t-il des changements que tu aimerais voir dans le jeu avant sa sortie officielle? Des changements que j'aimerais voir, du endgame supplémentaire. Je sais pas si je suis mieux placé pour en parler, mais quand j'ai fait ma bêta fermée de novembre, vous allez me crier dessus, mais sur les 1 mois j'ai joué que 3 semaines, parce qu'après je me suis lassé. Donc j'attends beaucoup de cet opus, mais j'espère ne pas être lassé une fois que t'es stuff et que t'as plus rien à faire. Donc les donjons cauchemars c'est vraiment un plaisir, mais une fois qu'on est full stuff, il y a l'arbre des murmures, il y a les donjons cauchemars, et j'espère qu'ils vont vraiment rajouter des trucs. J'ai peur de me lasser du jeu s'il n'y a pas plus de contenu. Et c'est beaucoup de gens pensent comme moi et ont cette peur de manque de contenu endgame. D'accord. Donc ça c'est vrai que c'est le lot un peu de tous les jeux qui sortent de tous les MMO, hein. C'est toujours la crainte de l'endgame.
Est-ce que du coup le fait qu'ils aient annoncé le système de saison, déjà que la première saison qui arrivera un mois après, mais ils ont aussi dit que tous les 3 mois il y aurait des nouvelles saisons avec du nouveau contenu, des nouveaux talents, mais aussi des nouvelles quêtes pour faire avancer la trame principale. Est-ce que ça pourrait être une solution à ce problème? Oui, mais je pense que Diablo 4, c'est leur dernière chance, c'est leur Graal. Faut pas qu'ils le laissent de côté. Vraiment, faut qu'ils travaillent dessus, qu'ils continuent à travailler sur les saisons. Et là, le jeu va leur apporter de l'argent quoi qu'il arrive. Il y aura les skins, il y aura toujours de quoi payer les développeurs. Et pour ça, j'ai pas de crainte là-dessus. Mais un jeu laissé à l'abandon où il y a juste des resets de saison, ça sert à rien. Je dis ça sert à rien, j'ai quand même passé 20 ans sur Diablo, mais c'est parce que j'avais vraiment que ce jeu, tout le reste peut me sembler fade. Donc je suis pas mieux placé pour dire ça non plus, parce qu'on a fait 20 ans de reset. Mais là, si vraiment ils arrivent à trouver du contenu supplémentaire, des nouvelles quêtes, ça sera vraiment bénéfique pour le jeu, pour donner un sens au jeu. Ok. Et enfin, pour terminer, donc comment évalues-tu l'expérience globale de l'alpha de Diablo 4? Alors je me suis régalé, je me suis vraiment régalé, nouveau jeu, nouveau système, les world boss, les donjons, c'était vraiment très plaisant à jouer. On était bridé sur l'histoire vu qu'on n'avait pas du tout d'histoire. Ouais. Donc ça donne vraiment envie de retrouver le jeu et de commencer la vraie release. Donc à partir du moment où on sait qu'on joue sur une bêta, on n'a pas le même engouement que sur un vrai jeu qui commence. Bien sûr. On perd un petit peu de la motivation parce qu'on se dit tout va disparaître dans une semaine. Ça sert à rien de push pour push. Mais ça a été une très bonne expérience et j'ai aucun doute sur le fait que le jeu va me plaire. Et j'espère que mon fils dans 7 ans il jouera. Ça marche. Alors, est-ce que tu as pu tester les Helltide et du coup, qu'est-ce que t'en penses? Alors, pour moi, c'est une zone obligatoire. À partir du moment où vous la voyez pop sur la map, elle va durer qu'1 heure. C'est une très bonne zone. C'est un peu comme la zone PvP. Il y a plus de monstres, il y a meilleur XP, il y a des boss, il y a des mini-boss qui se promènent dans le Helltide. Il y a des météorites qui tombent du plafond, du ciel. Vraiment, c'est une zone à part. L'ambiance est totalement changée. Et les cendres que vous droppez là-bas, donc c'est des cinders, c'est une monnaie pour ouvrir des coffres. Donc ces coffres, ils ont différentes valeurs. Il y en a qui coûtent 50 cendres, 100, 125, 75, 150, je crois que ça allait jusqu'à 200 il me semble. Chaque coffre que vous ouvrez vous donne un objet spécifique. Donc il y a un coffre qui est fait pour les jambes, mais il a une zone sur la map qui sera tout le temps la même. À cet endroit-là, vous aurez des coffres pour dropper des jambes. À cet endroit-là, vous aurez des coffres pour dropper des armes à 2 mains. Mais chaque coffre que vous allez ouvrir vous donnera obligatoirement à 100% un objet légendaire de la clé du coffre que vous avez ouvert. Donc si vous cherchez des armes à 2 mains légendaires, ça coûtera plus cher, c'est peut-être 175 poussières, mais au moins vous êtes sûr d'avoir ça. Donc ça sera des aspects offensifs, ça serait très bien pour farmer des aspects autres que les oboles et les poussières chez le marchand des curiosités. Donc très important, c'est ces cendres. Le partage des cendres, c'est pas comme la zone des graines de la haine. Chacun a ses cendres. C'est-à-dire que il y a un groupe devant vous qui tue des monstres devant vous, vous aurez des cendres aussi, même sans avoir touché le monstre. C'est-à-dire que j'ai eu le cas où je suis parti boire un coup, quand je suis revenu, j'ai fait de la récolte. C'est-à-dire que j'ai ramassé les cendres derrière eux pour essayer de les rattraper. Donc vraiment les cendres c'est sympa pour ce domaine-là. Et après ces cendres, si vous mourrez, je crois, il me semble dans la moitié je crois. On perd 20, j'aurais dit 20%. 20%. C'est-à-dire que vous économisez pour avoir une coffre légendaire pour les armes à 2 mains, vous dites il me faut 175, je vais économiser jusque là. Si vous mourrez, vous perdez les cendres. Après, elles drop au sol, vous avez juste à revenir les chercher. Et justement, ces poussières-là, par contre, les autres joueurs peuvent les ramasser. C'est-à-dire que c'est comme les cendres, les graines de la haine, quand vous lootez vos cendres au sol, là vous pouvez venir les voler à quelqu'un. Et par exemple, si je récupère mes cendres et je vais chercher, est-ce que je peux ouvrir des coffres par exemple pour un home et avoir le harlequin? Aucune idée. Je n'ai jamais eu d'unique sur ce genre de coffre. T'as eu des uniques déjà? Oui, j'ai eu beaucoup d'uniques pendant le jeu. Les drops étaient augmentés, mais j'ai eu 3 chacos, enfin le cimetière d'Arlequin, j'en ai eu 3 différents.
Donc on en drop un niveau 40, on en drop un niveau 63. C'est bien pour les rerolls, vous le mettez au coffre et dès que vous montez un reroll niveau 40 avec le niveau requis, on pourra l'équiper. Ouais, c'est Donc top le ça. Shaco c'est vraiment un objet indispensable à tous les persos et pour moi c'est le meilleur casque du jeu, le meilleur objet du jeu. Le plus 4 il n'existait pas avant, c'était plus 2. Là ils l'ont passé en plus 4. Ouais, c'est ouf. Franchement, plus 4, mais je crois que seulement s'il est ancestral. Seulement s'il est ancestral niveau 100. Hein. Ouais, les gens, Je suis pas ils sûr vont que le hurler plus là 4, quand ils vont dropper ça. au tout début, il est plus 1. Au tout début, il est plus 1. Il donne plus 90 au PV. Et Ouais. quand vous le droppez niveau 80, ben, c'est plus 90 au PV, c'est plus 500. Enfin, les stats augmentent. L'objet unique reste le même. L'aspect unique de l'objet reste le même dans le principe où ben, il fera toujours 20% de dégâts réduits, il augmentera les ressources extraites sur les objets, il fera toujours les mêmes stats, mais augmenté suivant le niveau auquel vous allez le looter. Ok. Donc les objets uniques sont très bien. Est-ce que tu penses qu'il sera possible donc de booster entre guillemets nos amis, de s'entraider pour monter des rerolls beaucoup plus rapidement? Est-ce qu'il y aura des méthodes comme ça dans le jeu? Un petit peu comme à l'époque, je me souviens avec les co-levels, etc. On boostait nos potes dans les co-levels. Oui, exactement. Sur Diablo, on faisait des Uber leveling au début. On prenait un paladin avec 7 persos à monter. Il tuait les squelettes de l'Uber Mephisto en montée niveau 80 en 1h30. Donc il y a toujours des méthodes dans chaque jeu. Sur Diablo 3, c'est pareil. Vous pouvez vous faire boost avec des failles, tout ça. Vous montez très haut niveau, très rapidement. Sur Diablo 4, c'est un petit peu différent vu que l'XP des monstres est scale. Vous tuez des monstres à votre niveau. Donc c'est pas parce que les monstres ils sont niveau 100 sur l'écran de votre booster que vous ça sera le cas. Donc pour ma part, je me suis fait boost un rogue pendant la bêta fermée. J'avais un pote à moi qui était nécro niveau 100 et qui faisait des sigils au niveau. Il m'a fait mon capstone. Donc il m'a fait mon capstone pour passer en cauchemar. Il m'a fait mes capstones pour me passer au niveau. À quel level t'as fait le capstone? Le capstone, ben, j'étais bas à niveau, j'ai commencé niveau 30 je crois, il m'a fait passer en tourment. Mais du coup, on peut pas. Je croyais que pour passer en tournant, il fallait le capstone, mais il fallait aussi level 50. Non, on peut y aller avant. Ah bon. On peut faire mon capstone niveau 70, il est passé en solo niveau 62 avec ma sorcière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais où il y a juste à rentrer dans le donjon de capstone. Si vous arrivez à le finir, c'est que vous avez le niveau requis. C'est pas une histoire de cap de level, c'est un cap de puissance. Si vous arrivez à le tuer, c'est que vous êtes capable d'aller en tourment. Donc j'ai pu accéder au tourment niveau 62 avec la sorcière parce que c'était un perso qui était totalement broken et qu'il y avait juste à poser un hydre à l'angle de son écran et l'hydre faisait tout le café quoi. D'accord. Donc il y a pas de niveau requis pour y aller. Par contre la quête se déclenche dans votre liste de quêtes à partir du niveau requis. C'est-à-dire dès que vous passerez niveau 70, vous aurez une quête principale, enfin une quête grise je crois, comme la quête de spécialisation. Et vous avez une quête qui apparaît et elle vous dit ben, rendez-vous à ce donjon, faites tuer les boss, descendre des trucs, tout ça. Donc comme un donjon basique. Et à la fin, une fois que vous tuez le boss final, vous avez le cap pour passer en tourment. Sauf que si vous y allez et que vous rentrez dans le donjon et que vous faites tout pareil, ben, ça revient au même, donc vous pouvez passer au tourment sans avoir le level requis. Donc c'est là où rentre en compte le boost. Quelqu'un de haut niveau peut grouper avec vous et vous faire les boss. C'est comme les rushs de Diablo 2 où ben, en niveau 1 on se fait rush jusqu'en enfer et après on va farmer certaines zones de farm pour PEX. Là c'est un peu le même principe, sauf que les mobs sont scale sur votre niveau. Du coup au niveau de l'XP c'est beaucoup moins rapide. C'est-à-dire que vous avez beau faire des sigils niveau 60 alors que vous êtes niveau 30, ben les mobs, ok, il va les tuer vite les mobs. Donc les mobs ils vont en tuer beaucoup. Ouais. Donc c'est la quantité de mobs qu'il va tuer qui fera votre XP. Mais pas le niveau du sigil que vous allez faire. En fait c'est le fait que lui il va tuer les mobs beaucoup plus rapidement par rapport à ce que toi tu peux faire quoi. Exactement. Après par contre il y a quand même une chose importante et très intéressante. Une fois que vous faites des sigils en tourment, c'est-à-dire que dans le dernier mode de difficulté, les objets ancestraux que vous allez dropper seront niveau 70 minimum. C'est-à-dire que tous les objets que vous lootez, normalement, ils sont scale à votre niveau. Donc ça, c'est un fait. Donc dès que vous droppez un objet, au maximum, il aura votre niveau. Vous n'allez pas loot des objets de niveau plus haut que vous. À part si vous tuez des monstres qui sont plus haut niveau, comme au bastion de Cordragan, où on avait des mobs niveau 30 et ils lootaient des objets qui étaient potentiellement niveau 30. Donc là, on était lock par rapport à ça. Si vous tuez des mobs dans une zone où ils ont un niveau et toujours le même,
C'est vraiment un cap où vraiment si vous n'avez pas de niveau vous pouvez pas y aller. Là il drop des objets plus haut niveau, mais sinon pour tout le reste, les objets ont votre niveau à vous. Et la différence c'est que quand vous droppez un objet ancestral, il a quand même un niveau requis minimum. Vous pouvez pas mettre un objet ancestral sur un Twink niveau 15 et aller tuer des gens avec un objet ancestral. Ouais, Donc bien il y a sûr. quand même un niveau requis niveau 70. Pareil pour le capstone cauchemar. Les objets sacrés ont un niveau requis de 50. D'accord. Donc c'est le même principe. Donc même si vous êtes 30 et que vous faites boost un sigil en donjon cauchemar en tourment, On ben, pourra les pas objets que équiper. vous avez loot seront niveau 70. Donc moi ça a été le cas. Je me suis fait boost mon rogue et j'ai droppé plein d'objets 70. Donc moi je faisais l'aspirateur, je ramassais les objets derrière lui Ouais. et je préparais mon équipement pour le niveau 70. D'accord. Donc ça c'était vraiment un truc. Voilà, donc c'est du boosting. C'est du boosting, vous allez me dire, ah, c'est pareil que Diablo 3, les failles, en 2-2 tu te stuff. Oui, bon, ça aide, c'est vrai, c'est un peu le même principe. Mais voilà, il y a un niveau requis 70 pour pouvoir commencer à les équiper. Par contre, si vous faites un sigil niveau 20 et un sigil niveau 80, les stats de l'objet sont complètement différentes, même s'ils ont le même niveau. C'est-à-dire que quand il va me boost, je vais dropper un objet ancestral niveau 70 minimum parce que c'est le cas, moi je suis niveau 30, ben, s'il le fait dans un sigil niveau 30 et que ben, il aura des stats niveau 30. Moi j'ai le souvenir sur mon mage avoir eu droppé moi-même un sigil en solo, un bâton de mage qui faisait 1300 dégâts, et mon collègue niveau 100 il m'a fait un sigil 70, j'ai ramassé un bâton de mon niveau toujours, mais avec 2200 dégâts. On parle de 1000 dégâts en plus. Donc les objets que vous lootez, c'est suivant le sigil, ils ont le e-level des mobs de la zone. Et quand on fait un sigil 60 ou plus, ben, les objets ont vraiment des gros stats. Et il y a beaucoup plus d'objets ancestraux et sacrés qui lootent. D'accord. C'est-à-dire que un sigil niveau 20, vous allez looter quelques sacrés, un petit peu d'ancestraux, mais ça c'est rare. Quand vous faites des sigils 80, les ancestraux, il en pleut quoi. Ouais, donc du coup, il y a vraiment il y a vraiment un système de boosting, ouais. De boosting, mais surtout, il y a comment dire, une récompense d'aller vraiment dans le plus haut niveau, t'es récompensé par tes efforts. Ouais. Quoi. Exactement. Et par contre, au niveau de l'XP, vous aurez le bonus d'XP du tourment qui est de 200%, il me semble. Ouais. Vous aurez quand même le bonus, mais les mobs seront à votre niveau. Donc c'est pas comme à Diablo où vous êtes niveau 2, vous tuez au sanctuaire du chaos des mobs niveau 80, ben, vous gagnez pas autant d'XP que ça. Donc voilà, ils ont quand même lock le scaling des monstres pour un petit peu brider le boosting. Ok. Est-ce que tu as pu tester la monture? Est-ce que tu as trouvé ça utile, intéressant comme mécanique du coup dans le jeu? Alors oui, la monture pour nous en bêta fermée, elle était différente que celle qu'on va avoir. De souvenir, on l'a débloqué au niveau 15. Au niveau 15, on avait accès à la monture. Et une fois qu'on l'avait, on pouvait l'utiliser sur un rôle niveau 1. D'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait accès à Kuvachat, tout ça, on faisait la quête de l'écurie. Et à partir de ce moment-là, on avait la monture dès le début. Enfin, du coup, niveau 4 à peu près, une fois qu'on a fini le prologue. Cette monture, alors c'est bien sans être bien. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la monture, on perd un petit peu l'essence du jeu hack and slash où on ne tape plus les mobs. Ouais. On se promène, on va d'un point A à un point B. On s'amuse plus comme au début où tout le monde se promène à taper tous les mobs. Dès que vous voyez un pack, vous le tuez, vous ramassez les plantes, vous êtes vraiment dans cet esprit-là. Une fois qu'il y a l'aventure, c'est pour se rendre à un world boss, c'est pour se rendre à un donjon. Après, d'un côté, c'est pas plus mal parce qu'une fois qu'on est à Shell, on s'en fout de taper des petits mobs qui donnent 0 d'XP. Enfin, on a quand même un objectif d'aller faire des donjons cauchemars, on a quand même un certain... Mais on passe sa vie sur la monture. D'accord. Concrètement, ça m'a un petit peu déçu par rapport à ça. Je passais mon temps sur ma monture, tout le temps. Donc c'est un petit peu dommage, on perd de l'essence du hack and slash. D'ailleurs, tu peux monture en PVP ou c'est parce que moi J'allais y venir. Chaque personnage a une attaque spéciale à sa monture. Ouais. C'est que la monture, elle a un boost quand vous appuyez sur le sprint, elle a un boost d'une certaine durée, puis après il va se calmer, un petit peu comme dans la plupart des jeux. Quand vous descendez de monture avec un clic droit, ça a une attaque spéciale par personnage. Le rogue, quand il descend, il fait une pluie de flèches devant lui. Vous avez dû voir les cinématiques, enfin vous avez dû voir pas mal de vidéos là-dessus. Un sorcier, on lance une sorte de blizzard devant soi, de gel,
un souffle de froid qui gèle tous les ennemis devant vous. Mhm. Alors comment dire, grand joueur PVP que je suis, quand je croisais quelqu'un en monture, quand je croisais quelqu'un en PVP, ben, j'allais un petit peu plus loin, je prenais ma monture, on a un CD pour l'attaque. Il fallait attendre peut-être 15 secondes pour avoir l'attaque disponible. Et je revenais sur le gars, mais avec mon attaque de gel. Donc j'ai entamé le combat avec le mec gelé en face de moi. D'accord. Donc c'est voilà, il y a quand même un certain bonus sur certains persos. Je crois que le druide il se met en ours, il tape sur le sol. Donc je crois qu'il a un système de contrôle un petit peu. Mais un sorcier, c'est vrai que geler l'ennemi au début du combat, on va dire que c'est quand même un certain avantage. D'ailleurs, la monture a son utilité. Par rapport au PvP, on n'a pas vu ça, mais est-ce qu'il y a un système de DR? Je me posais la question cet après-midi, c'est-à-dire est-ce qu'on peut stunlock quelqu'un à l'infini, ou alors c'est un peu comme les élites, au bout d'un certain nombre de CC, il est immune? J'ai pas essayé. Par contre, certains persos ont plus de compétences inarrêtables. Le barbare, le barbare, il pourrait presque être perma inarrêtable. C'est qu'on peut pas le cesser. Moi, je me souviens avoir voulu stun des gens en PvP. Je crois que le temps de stun aussi est réduit. D'accord. Ça sera des infos à vérifier, mais tu peux pas. On n'est pas en PvE quoi. C'est pas aussi simple. Ça c'est pas comme le rogue sur WoW où tu permas l'ennemi. C'est voilà. Donc il y a certaines compétences. Chaque perso a une compétence inarrêtable. Ils ont fait en sorte que tout le monde ait une compétence pour pouvoir se dégager d'un CC. C'est bien. Et certains persos ont plus d'avantages que d'autres, comme le barbare, ou quand il est en berserking, inarrêtable, tout ça. Ben, on peut y faire des nova, on peut y faire du gel, ça changera pas. Par contre, j'ai une petite rectification, enfin un petit ajustement à faire. Sur le rogue, j'espère qu'ils vont corriger ça, parce que le fufu du rogue, c'est pas fufu. C'est un petit peu transparent, mais on te voit. Ouais, c'est ce qu'ils avaient dit, mais ils avaient dit que c'était justement, ils allaient laisser comme ça, que c'était volontaire. Ils ont laissé comme ça, donc il n'y a plus le fufu, le vrai fufu du rogue. Non. D'accord. En fait, tu peux ne plus, apparemment, tu n'es plus targetable, on te voit te déplacer, alors, mais on peut plus target, on peut te faire un nova de givre et te stun, mais ça t'enlèvera pas le fufu. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Donc on peut te contrôle. Donc moi ça m'est arrivé du combo de faire un nova sur un rogue, il était contrôle, mais voilà, s'il prenait pas de dégâts, il restait fufu. Et voilà. On est bon? Ouais, je pense qu'on est bon. Eh ben merci encore, et puis bonne soirée à toi. Merci. Allez, ciao, ciao. Ciao. Encore une fois, un grand merci à Etib pour cette super interview, mais également tout le temps qu'il a passé sur le Discord à nous aider à faire des builds. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager, ça m'aide énormément pour les référencements. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous, c'est le Guild, ciao bye.